Chapitre 2. En chemin. Je me levais à 1 heure avant l'aube. Maman était déjà dans la cuisine, préparant des œufs au bacon, mon petit déjeuner préféré. Papa descendit au moment où je nettoyais mon assiette avec une tranche de pain. En me souhaitant le bonjour, il tira de sa poche un objet qu'il me mit dans la main. C'était le briquet à Amadou qui a appartenu à son grand-père, puis à son père. Il y tenait beaucoup. « Je veux que tu l'emportes, fils, » déclara-t-il. « Il pourrait être utile dans ton nouveau métier. Et reviens nous voir bientôt. Le fait de quitter la maison ne t'interdit pas de nous rendre visite. »« C'est l'heure, » intervient maman en me serrant encore une fois dans ses bras. « Il est au portail, ne le fais pas attendre. » On n'aimait pas les attendrissements dans la famille. Nous nous étions déjà dit au revoir. Aussi, je sortis seule dans la cour. J'aperçus l'épouvanteur, de l'autre côté du portail, haute silhouette noire dans la lumière grise du petit jour. Le capuchon rabattu sur la tête, il était là, immobile, son bâton dans la main gauche. Je marchais vers lui, balançant mon baluchon. Je me sentais fort nerveux. Je fus surpris de le voir pousser la grille et s'avancer dans notre cour. « Allons-y, mon garçon, » dit-il. « Autant prendre tout de suite le chemin qui sera le nôtre. » Et au lieu d'emprunter la route, il contourna la maison et se dirigea vers le nord, droit vers la colline du pendu. Bientôt, nous traversions les dernières pâtures, et mon cœur se mit à cogner. L'épouvanteur franchit la clôture avec l'agilité d'un jeune homme. Moi, je me figeais sur place. Les mains sur la planche de la barrière, j'écoutais la plainte des branches ployées sous leur sinistre charge. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon garçon ?» demanda l'épouvanteur en se retournant. « Si à peine sorti de chez toi, tu te laisses effrayer, tu ne me seras d'aucune utilité. » J'inspirais profondément et j'escaladais la clôture. Nous commençâmes à grimper la pente, et l'obscurité qui régnait sous les arbres masqua la lueur de l'aube. Plus nous montions, plus il faisait froid, et plus je grelottais. C'était un froid à vous donner la chair de poule et à vous faire dresser les cheveux sur la nuque. Un froid annonciateur d'un phénomène anormal. Il m'était arrivé de le sentir à l'approche de quelque chose qui n'appartenait pas à notre monde. Quand nous eûmes atteint le sommet de la colline, je me retournai. Alors, je les vis, au-dessous de moi. Ils étaient au moins 100, un même arbre en portant parfois 2 ou 3. Ils étaient en uniforme de soldats, avec de larges ceintures de cuir et de lourdes bottes, les mains liées dans le dos. Certains se débattaient avec l'énergie du désespoir, et la branche à laquelle ils étaient accrochés pliait et remontait. D'autres tournoyaient lentement au bout de la corde, d'un côté, puis de l'autre. Le vent me jeta au visage un souffle si glacé, si mauvais, que, de toute évidence, il ne pouvait être naturel. Les arbres se courbèrent, les feuilles séchèrent et tombèrent d'un coup. En un instant, les branches se trouvèrent dénudées. Quand le vent se fut calmé, l'épouvanteur posa la main sur mon épaule et me força à avancer. Nous nous arrêtâmes devant l'un des pendus. « Regarde-le, » m'ordonna l'épouvanteur. « Que vois-tu » ? « Un soldat mort » répondis-je d'une voix chevrotante. « Quel âge a-t-il, à ton avis » ? 17 ans, pas plus. Bonne réponse, mon garçon. Maintenant, dis-moi, as-tu peur ? Un peu. Je n'aime pas être si près de lui. Pourquoi ? Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Il n'y a rien là qui puisse te faire du mal. Concentre-toi sur lui, pas sur toi. Qu'a-t-il éprouvé ? Quelle a été sa plus grande souffrance ? Je tentais de me mettre à la place du jeune soldat et d'imaginer son agonie. La douleur, la lutte contre l'étouffement avait dû être terrible. Mais il y avait eu pire. Il a compris qu'il allait mourir et qu'il ne rentrerait jamais à la maison, qu'il ne reverrait jamais sa famille, murmurai-je. Comme je prononçais ces mots, une vague de tristesse me submergea. Au même moment, les pendus commencèrent à s'effacer lentement, jusqu'à ce que nous soyons seuls, sur la colline, et que les arbres aient retrouvé leurs feuilles. « Comment te sens-tu à présent ? As-tu encore peur ?» Je secouai la tête. « Non, je suis seulement triste. »« Très bien, petit, tu apprends vite. Nous sommes l'un et l'autre le 7e fils d'un 7e fils, et nous avons le don de voir ce que les autres ne voient pas. Ce don, parfois, est une malédiction. Si nous avons peur, certains êtres se nourriront de cette peur. Notre peur les rend plus forts. Le seul moyen de leur tenir tête
et de te concentrer sur ce que tu vois et de cesser de penser à toi. C'est toujours efficace. » L'épouvanteur continua. La vision de ces pendus était horrible, mais ce n'étaient que des ombres venues d'un autre temps. On ne peut plus rien pour eux, sinon les laisser s'estomper. Dans une centaine d'années, il n'en restera rien. J'eus envie de lui raconter ce que maman avait obtenu d'eux une fois, mais je me tus, craignant de le contrarier. Ça n'aurait pas été une bonne façon de débuter. Lorsqu'il s'agit de fantômes, reprit mon maître, c'est différent. Il est possible de parler avec les fantômes et de leur faire entendre raison. Les aider à prendre conscience qu'ils sont morts est un acte de bienveillance. C'est une étape importante pour les encourager à s'en aller. Un fantôme est le plus souvent un esprit affolé, retenu sur cette terre sans qu'il ait compris ce qui lui arrivait. Il est donc en grand tourment. Cependant, certains sont là, dans un but précis, et peuvent avoir des secrets à te révéler. Quant aux ombres, elles ne sont que des traces d'âmes parties vers un monde meilleur. C'est ce que tu as vu, mon garçon, des ombres. En principe, si tu te comportes bravement, elles ne te repèrent pas, et elles ne ressentent rien. As-tu remarqué que les arbres s'étaient transformés? Oui, les feuilles sont tombées, comme en hiver. Puis les feuilles sont revenues. Cette vision appartenait au passé. Une ombre, c'est un reflet dans l'étang de la mémoire. L'être dont elle est l'image n'est plus là depuis longtemps. Tu comprends? J'ai hoché la tête. Bien, c'était ta première leçon. Nous aurons affaire aux morts de temps à autre. Autant t'y habituer tout de suite. Allons-y, il nous reste un long chemin à parcourir. Et à partir de maintenant, tu porteras ceci. L'épouvanteur me tendit son gros sac de cuir et sans un regard en arrière, il redescendit la colline. Entre les arbres, on distinguait au loin le ruban gris de la route qui serpentait à travers le patchwork vert et brun des champs, en direction du sud. « Tu as déjà voyagé, petit ?» me lança l'épouvanteur par-dessus son épaule. « Tu connais un peu le comté ?» J'expliquai que je n'avais pas parcouru plus de 6 miles autour de la ferme de mon père. Mon plus long voyage m'ayant mené au marché local. Il grommela quelque chose dans sa barbe. J'en déduisis qu'il n'était guère content de ma réponse. « Eh bien, ta vie de voyageur commence aujourd'hui, dit-il. Nous nous rendons dans un village du sud appelé Orshaw. C'est à une quinzaine de miles, à vol d'oiseau. Il nous faut y être avant la nuit. » J'avais entendu parler de Orshaw. C'est un village de mineurs, bâti au cœur du plus grand gisement de charbon du pays, et qui comptait une douzaine de puits. Je me demandais pour quel genre de travail on y appelait l'épouvanteur. Il marchait à grandes enjambées, sans ralentir l'allure. J'eus vite du mal à le suivre. En plus de mon baluchon, j'étais à présent chargé de son sac, qui me semblait plus lourd à chaque minute. Puis, comme pour rendre notre progression encore plus pénible, il se mit à pleuvoir. Soudain, environ 1 heure avant midi, l'épouvanteur s'arrêta. Il se retourna et me regarda durement. J'étais bien à 10 pas en arrière. Les pieds me brûlaient et j'avais un point de côté. La route n'était guère qu'un chemin dont la poussière se transformait en boue. En levant la tête vers mon maître, je trébuchais, glissais et faillis tomber. Il me réprimanda d'un claquement de langue. « Tu as un étourdissement, petit ?» Je fis non de la tête. J'aurais voulu soulager un peu mon bras, mais poser son sac dans la gadoue ne me paraissait pas la chose à faire. « À la bonne heure !» lança-t-il en esquissant un sourire. La pluie dégoulinait de son capuchon et lui mouillait la barbe. « N'accorde aucune confiance à un homme sujet aux étourdissements, reprit-il. C'est un conseil dont tu tâcheras de te souvenir. » Je me sens très bien, protestai-je. Il leva les sourcils étonnés. Vraiment? Alors, c'est la faute de tes bottes. Elles ne sont pas accoutumées aux longues marches. Mes bottes étaient semblables à celles que portaient Jack et mon père, solides, pratiques pour affronter la fange et le purin d'une cour de ferme. Mais il fallait du temps pour s'y habituer. Une paire neuve vous condamnait à 15 jours d'ampoule avant que vos pieds s'y sentent à l'aise. Je regardais celles de l'épouvanteur. Elles étaient taillées dans un cuir qui paraissait d'excellente qualité et garnies d'une semelle épaisse. Elles coûtaient sûrement une fortune, mais quelqu'un qui arpentait sans cesse les routes avait besoin d'être bien chaussé. Elles fléchissaient souplement à chaque pas et devaient être confortables dès le premier moment où on les enfilait. De bonnes bottes sont indispensables dans notre métier, poursuivit l'épouvanteur. Nous ne pouvons laisser à aucune créature, humaine ou non, la moindre chance de nous rattraper, là où nous avons à intervenir. Compter sur ses jambes ne suffit pas. Donc, si je décide de te garder, je te fournirai une paire de bottes comme les miennes.
À midi, nous fîmes une courte halte à l'abri d'une étable abandonnée. L'épouvanteur tira un paquet de sa poche. Déballant le torchon qui l'enveloppait, il découvrit une grosse part de fromage jaune. Il en brisa un morceau et me le tendit. J'étais si affamé que je l'engloutis en 3 bouchées. L'épouvanteur n'en mangea qu'un petit bout, avant de remballer le tout et de le remettre dans sa poche. Il avait rejeté sa capuche en arrière, et je pus le dévisager vraiment pour la première fois. En dehors de sa barbe épaisse et de ses yeux de bourreau, ce qu'il avait le plus remarquable était son nez, long, sec et recourbé, comme un bec d'oiseau de proie. Sa bouche disparaissait dans les poils de sa barbe et de sa moustache. Au premier regard, cette barbe semblait grise. En l'observant aussi discrètement que possible, je repérais des traces de rouge, de noir, de brun, de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Plus tard, je m'aperçus que cela dépendait de la lumière. « À mâchoire molle, caractère mou », déclarait souvent mon père. Il prétendait que beaucoup d'hommes portaient la barbe pour dissimuler ce défaut. Or, celle de l'épouvanteur, bien que fournie, laissait deviner une forte mâchoire carrée. Et lorsque sa bouche s'ouvrait, elle révélait une rangée de dents pointues, mieux faites pour déchirer de la viande rouge que pour mâcher un morceau de fromage. Je constatai avec un frisson qu'il m'évoquait un loup, et pas seulement par sa physionomie. Il était une sorte de prédateur qui chassait dans le noir. Son maigre régime de fromage devrait le tenir sans cesse affamé et hargneux. Si je terminais mon apprentissage, un jour, je serais pareil à lui. « Tu as encore faim, petit ?» me demanda-t-il, ses yeux verts plongés dans les miens avec une telle intensité qu'il me donnait le vertige. J'étais trempé jusqu'aux os. J'avais mal aux pieds et, plus que tout, mon estomac criait famine. J'opinai donc, espérant qu'il allait m'offrir une autre part de fromage. Il se contenta de secouer la tête en grommelant je ne sais quoi. Puis il me lança de nouveau un regard aigu. « Tu t'habitueras à souffrir de la faim. Nous ne mangeons guère quand nous travaillons. Et si la tâche est particulièrement ardue, nous ne prenons aucune nourriture avant de l'avoir achevée. Le jeûne est indispensable. Il nous rend plus forts, moins vulnérables dans l'obscurité. Autant t'y accoutumer dès aujourd'hui, car, hors chaud, je te soumettrai à un test. Tu passeras la nuit dans une maison hantée, seul. Je saurai ainsi de quel bois tu es taillé. »